Et si, du jour au lendemain, 30% du pétrole mondial disparaissait du marché? Imaginez la scène. Des millions de barils s'évaporent, les tankers sont à l'arrêt, la planète entière retient son souffle. Ce n'est pas de la fiction ni un simple scénario de film catastrophe. C'est la réalité brutale qui frappe à nos portes. Le détroit d'Ormuz, cette artère vitale et stratégique du commerce pétrolier mondial, vient de fermer. Un goulet d'étranglement géographique dont dépendent des dizaines de pays et dont le blocage a des répercussions immédiates et planétaires. Résultat, les prix du pétrole s'envolent, atteignant un record inégalé depuis 4 ans, et la volatilité s'empare des marchés. Mais, surprise, ce ne sont ni l'Iran, ni les États-Unis qui tremblent le plus, malgré leurs intérêts dans la région. C'est l'Europe, et surtout l'Allemagne, qui retient son souffle, prise au piège de sa dépendance énergétique et de ses choix passés. Chaque jour de blocage coûte des milliards d'euros, ralentit les usines, précipite des licenciements et fait disparaître des emplois qui mettront des années à revenir, s'ils reviennent un jour. Derrière ces chiffres, une réalité s'impose. L'Europe s'est piégée elle-même en écartant ou sabotant ses alternatives énergétiques pour des raisons politiques plus que rationnelles. Son avenir industriel, sa stabilité économique, sa souveraineté même sont aujourd'hui en jeu. Comment un continent qui fut si longtemps le moteur de l'économie mondiale a-t-il pu devenir aussi vulnérable? Quels choix, quelles erreurs, quelles illusions l'ont mené à cette impasse énergétique? Plongeons dans l'histoire récente de l'Europe, pour comprendre comment elle s'est enfermée dans ce piège qu'elle a contribué à construire elle-même. Tout a basculé en février. La crise proche-orientale atteint un point critique, exacerbée par des tensions diplomatiques et des rivalités régionales. En l'espace de quelques jours seulement, une série d'attaques coordonnées sur les infrastructures pétrolières du Golfe fait flamber les marchés mondiaux. Les images de raffineries en feu, de pipelines sabotés, circulent en boucle sur les chaînes d'information. Puis, soudain, la fermeture du détroit d'Ormuz. 30% des flux pétroliers mondiaux s'arrêtent net. Des dizaines de pétroliers restent bloqués, incapables de livrer leurs précieuses cargaisons. L'Europe découvre, avec stupeur, l'étendue de sa fragilité énergétique, une vulnérabilité qu'elle croyait avoir conjurée. En seulement 48 heures, les prix du pétrole explosent, atteignant des sommets historiques. Les cours du Brent et du WTI s'envolent, les marchés paniquent. Chaque jour sans livraison coûte des milliards à l'économie européenne. Ce sont des chaînes de production qui s'arrêtent, des contrats annulés, des clients perdus pour de bon. Les usines, déjà affaiblies par la crise du gaz qui sévit depuis 2 ans, voient leurs factures d'énergie doubler, tripler, parfois quadrupler. Les PME n'ont plus les moyens de tenir. Les grandes entreprises revoient leurs plans de production à la baisse. Impossible de compenser. Il n'existe aucune solution immédiate d'approvisionnement. Le seul pipeline qui aurait pu offrir un répit, Nord Stream 2, est coupé du réseau, victime des sanctions européennes. L'Europe n'a d'autre choix que d'attendre, impuissante, l'arrivée de tankers américains, lesquels sont eux aussi dépendants de routes maritimes de plus en plus risquées et incertaines. C'est toute l'économie qui vacille, comme un château de cartes. Les géants industriels allemands réduisent la voilure. BASF ferme des sites. Volkswagen accélère ses délocalisations vers l'Asie ou l'Amérique du Nord. ThyssenKrupp licencie à tour de bras. Ce ne sont pas que des chiffres abstraits. Ce sont des villes entières qui, du jour au lendemain, perdent leur raison d'être et voient leur tissu social menacé. L'Europe, après avoir investi des centaines de milliards pour tenter de se passer des hydrocarbures russes, se retrouve piégée. L'énergie devient 3 à 4 fois plus chère que chez ses concurrents. L'industrie s'effondre et le rêve d'indépendance énergétique n'était qu'un mirage. La réalité, c'est une dépendance à un détroit lointain, dont le moindre incident, géopolitique, militaire ou technique, suffit à paralyser tout un continent. Ce scénario n'est pas le fruit du hasard, ni une simple malchance. C'est la conséquence directe de choix politiques. Chaque jour sans pétrole creuse les pertes, sans qu'aucune solution crédible ne se profile à court terme. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons sur les décisions majeures qui ont précipité l'Europe dans cette vulnérabilité extrême. En cherchant l'indépendance, l'Europe a-t-elle sacrifié son économie sur l'autel des principes? La question dérange.
mais elle s'impose de plus en plus dans le débat public. Au cœur de la crise, un paradoxe éclate au grand jour. La rupture avec le gaz russe, décidée comme un acte de souveraineté et d'affirmation politique, n'a pas apporté l'indépendance promise. Au contraire, elle a ouvert la porte à une dépendance encore plus coûteuse et incertaine. Remplacer le gaz russe par du gaz naturel liquéfié américain devait sécuriser l'approvisionnement. C'est ce qu'on nous avait promis. Mais ce choix a multiplié par 3, parfois par 4, le coût de l'énergie pour les Européens. Les factures explosent, tant pour les ménages que pour les entreprises. C'est un transfert massif et irréversible de richesses vers les producteurs américains, qui profitent de la situation. Les conséquences sont immédiates et concrètes. Partout en Europe, et surtout en Allemagne, les usines ferment, les machines s'arrêtent, la production industrielle chute. Grandes entreprises et PME ne supportent plus la pression des factures d'énergie. Résultat, délocalisations accélérées, emplois perdus, villes désertées, activité économique à l'arrêt. Ce n'est pas une simple crise passagère, mais le début d'un exode industriel sans précédent depuis des décennies. L'Allemagne, autrefois locomotive du continent, compte ses pertes avec inquiétude. Industriels allemands, mais aussi français, italiens, espagnols, s'alarment. Sans énergie abordable, comment rivaliser avec la Chine, les États-Unis ou l'Inde, où l'énergie reste bien moins chère? Quant à la transition verte, la réalité est implacable. L'industrie européenne ne peut pas tourner uniquement aux renouvelables du jour au lendemain. Les technologies et infrastructures ne sont pas prêtes, les investissements massifs nécessaires ne compensent pas la perte de compétitivité. Peut-on sérieusement croire qu'un continent industriel peut se réinventer si vite? Ce qui devait être une démonstration de force s'est transformé en piège. La dépendance énergétique s'est simplement déplacée. Moscou a été remplacé par Washington, mais à un coût bien plus élevé. Les États-Unis, désormais premiers exportateurs mondiaux de gaz liquéfié, profitent de la situation à plein. Ils vendent cher, engrangent des profits colossaux, pendant que l'Europe paie la facture. Quand votre allié prospère sur vos difficultés, est-ce encore un partenariat équilibré? Où s'arrête la solidarité? Où commence l'intérêt économique? Derrière les discours de solidarité transatlantique, la réalité est froide. L'Europe a perdu le contrôle de son approvisionnement énergétique et donc une part essentielle de sa souveraineté économique. Les conséquences: désindustrialisation accélérée, millions d'emplois perdus, chute de la compétitivité et à terme, déclassement sur la scène internationale. L'autonomie promise a enfermé l'Europe dans une nouvelle dépendance dont elle ne voit pas l'issue. En Allemagne, des voix commencent à s'élever, de plus en plus nombreuses, pour réclamer une rupture avec l'orthodoxie actuelle. L'Europe est-elle encore capable de décider seule? De plus en plus d'experts, d'analystes, d'industriels répondent franchement et publiquement. Pendant que les dirigeants répètent leurs discours sur l'indépendance, la réalité les rattrape à chaque crise. Crise du gaz, crise du pétrole, crise du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, des économistes renommés, des industriels, d'anciens diplomates allemands réclament à haute voix « Il faut rouvrir le dialogue avec Moscou et lever les sanctions ». Non par sympathie ou naïveté, mais parce que l'industrie allemande, privée de gaz bon marché, s'effondre. Sans énergie abordable, l'Allemagne cesse d'être une puissance industrielle. Elle se transforme en musée où seules les façades des usines subsistent, vides et silencieuses. Il y a 2 ans, on affichait sa fermeté. Aujourd'hui, on demande simplement de revenir à la situation antérieure. Ce n'est pas un virage courageux, mais la capitulation de l'idéologie face à la réalité. 2 ans de déclin, des factures multipliées, des centaines de milliards partis en fumée, des milliers d'emplois disparus. L'absurdité de la situation saute aux yeux. La solution existe, sous les pieds de l'Europe. Nord Stream 2 est prêt techniquement, la conduite est opérationnelle, les infrastructures sont en place, le gaz est disponible. Il ne manque qu'un geste: ouvrir la vanne. Mais Berlin ne le fait pas, non pas pour des raisons techniques, mais parce qu'elle attend une permission de Washington, permission qui ne viendra sans doute jamais. Les sanctions européennes bloquent à la seule issue rapide à la crise. Tout est prêt, il ne manque qu'une décision politique. Imaginez la scène.
C'est comme si, en plein hiver, un propriétaire barricadait toutes ses fenêtres avant de jeter la clé dehors, puis refusait d'aller la chercher, malgré le froid qui s'installe. Pendant ce temps, la Russie attend. Moscou n'a plus besoin de forcer la main. Elle a réorienté ses exportations vers l'Asie, où la demande explose et où les contrats sont signés sur des décennies. L'économie russe, qu'on annonçait condamnée, croît finalement de 10% en 3 ans. Les pertes européennes sont compensées par l'Asie, qui achète gaz, pétrole et matières premières à des prix compétitifs. Pour la Russie, le temps joue en sa faveur. Pour l'Europe, chaque semaine compte. Les stocks diminuent, les usines s'arrêtent, l'hiver approche, et avec lui la menace d'une crise sociale d'ampleur. Ce nouveau rapport de force, Moscou le résume ainsi. La Russie reste ouverte au dialogue, mais exige désormais des garanties de sérieux et de stabilité. Plus question de fermer ou ouvrir le robinet au gré des humeurs ou des pressions extérieures. Si l'Europe veut du gaz, elle doit agir en acteur souverain, pas en simple exécutant de décisions venues d'ailleurs. Ce débat, les politiques européens l'évitent soigneusement. Reprendre contact avec la Russie? Tabou, voire interdit. Pourtant, économiquement, la question ne se pose plus. Sans énergie abordable, l'Europe risque de perdre définitivement son industrie. Des secteurs entiers pourraient disparaître, incapables de soutenir la concurrence mondiale avec un coût d'énergie doublé ou triplé. Emploi, investissement, innovation, tout est menacé. Peut-on sérieusement croire qu'on peut sacrifier l'industrie sans conséquences sociales et politiques majeures? L'Europe a-t-elle encore son destin en main? Va-t-elle négocier, rouvrir les canaux économiques avec la Russie, ou rester enfermée dans la dépendance américaine, espérant un miracle géopolitique? Pour l'instant, le choix est différé, mais les conséquences se font déjà sentir chaque jour, dans l'économie, sur la scène internationale, et jusque dans nos portefeuilles. Quelles leçons tirer de cette crise? Quelles actions concrètes l'Europe peut-elle encore prendre avant qu'il ne soit trop tard? Peut-on encore inverser la tendance? C'est ce que nous allons examiner. La solution est-elle hors de portée, ou simplement politiquement difficile à assumer? La sécurité énergétique ne se délègue pas. Perdre ce levier, c'est remettre des décisions vitales à d'autres puissances. L'Europe en fait aujourd'hui l'expérience, et le prix à payer est exorbitant. On veut croire au discours officiel sur l'indépendance, mais en fermant la porte à la Russie, l'Europe a simplement déplacé sa dépendance d'Est en Ouest, en payant le prix fort. La crise du détroit d'Ormuz aggrave tout. Avec 30% du pétrole mondial bloqué, l'Europe n'a jamais été aussi vulnérable. Les stocks s'amenuisent, l'industrie s'arrête, chaque jour coûte des milliards, et ni Bruxelles ni Washington ne peuvent vraiment y changer grand-chose. Ceux qui croyaient la diversification acquise découvrent une Europe qui a saboté ses propres alternatives. Sabotage de Nord Stream, arrêt du dialogue avec Moscou, fermeture de centrales nucléaires, méfiance envers l'hydrogène, investissement massif dans des renouvelables qui, pour l'instant, ne couvrent pas la demande. Dépendre d'un seul partenaire, même allié, c'est céder une part de sa souveraineté. L'Europe paie désormais l'énergie au prix américain, subit la volatilité des marchés du gaz liquéfié, voit ses emplois partir vers l'Asie ou les États-Unis. C'est comme remettre la seule clé de sa maison à un voisin qui la revend ensuite, 3 fois plus cher. Pourtant, la solution est là, sous nos yeux. Nord Stream 2 est prêt, le gaz est disponible, les infrastructures sont intactes. Il suffirait d'ouvrir la vanne. 10 minutes de travail, si la volonté politique existait. Mais ce n'est ni une question technique, ni une question économique. C'est une question éminemment politique. L'Europe n'ose pas franchir le pas, attendant l'aval de Washington, prisonnière de ses propres sanctions. On vit une situation absurde. L'Europe barricade portes et fenêtres, jette les clés, et hésite à les rouvrir parce qu'un allié ou un voisin le déconseille. La solution est là, mais la peur d'admettre une erreur ou de froisser un allié bloque tout. Dans les années 70, au choc pétrolier, l'Europe avait compris la leçon. Dépendre d'un seul fournisseur, c'est risquer la crise à chaque soubresaut géopolitique. On avait alors diversifié, développé le nucléaire, multiplié les contrats à long terme. Aujourd'hui, on détruit ce qu'on avait bâti et on s'enferme dans une nouvelle dépendance,
tout aussi risqué. Ignorer cette leçon, c'est courir le risque de pertes économiques massives, d'effondrement industriel, de millions d'emplois perdus et d'une marginalisation durable sur la scène mondiale. Le temps ne joue pas pour l'Europe. La Russie, elle, a d'autres débouchés. Ce sont les économies européennes qui souffrent, voient les usines fermées, les factures exploser, l'avenir s'assombrir. La vraie question: l'Europe aura-t-elle le courage de regarder la réalité en face, d'admettre ses erreurs et de rouvrir le dialogue avec tous ses partenaires, y compris la Russie? Ou va-t-elle continuer à sacrifier compétitivité et souveraineté pour préserver une posture politique devenue intenable? C'est là que tout se joue. L'Europe saisira-t-elle enfin le levier de sa souveraineté? Sera-t-elle capable de faire passer l'intérêt de ses citoyens avant des considérations idéologiques? Chaque jour sans décision coûte une part d'avenir. L'Europe joue son destin industriel, économique, politique en temps réel. Ni Bruxelles ni Washington ne ramèneront le pétrole absent, ni la compétitivité perdue. Face à la fermeture du détroit d'Ormuz et l'arrêt brutal de 30% du pétrole mondial, l'indépendance énergétique européenne s'effondre. Ce qu'on découvre, une dépendance aggravée, des factures qui explosent, une industrie qui vacille. Autour de nous, réserves de gaz en baisse, usines fermées, collectivités locales qui se demandent comment chauffer écoles et hôpitaux cet hiver, familles inquiètes pour leur avenir. Les prix du gaz et du pétrole s'envolent, la précarité énergétique menace. Certains répètent: il faut tenir, nos valeurs comptent plus que nos intérêts. Mais le quotidien n'attend pas. Quand une aciérie ferme, ce sont des familles entières qui perdent le prix de décisions prises loin d'ici, dans des bureaux feutrés. L'Europe est à la croisée des chemins. 3 choix s'offrent à elle. Premier choix: renouer le dialogue avec la Russie, lever les sanctions, relancer Nord Stream 2, rétablir les flux de pétrole et de diesel. C'est le choix de l'efficacité, mais il exige un courage politique rare, reconnaître que les 2 dernières années n'ont pas donné les résultats attendus. Et surtout, retrouver la souveraineté, décider pour soi, non selon Washington ou Bruxelles. Deuxième choix: continuer à payer 3 fois plus cher pour du gaz américain, en espérant que le Proche-Orient se calme. Mais chaque mois, les usines migrent, les emplois disparaissent, des pans entiers de l'économie sont sacrifiés au nom de principes abstraits, face à la réalité du quotidien. Ce choix n'exige pas de courage, seulement de la résignation. Troisième choix: attendre un hypothétique miracle, que le détroit d'Ormuz rouvre, que les prix s'effondrent, que tout redevienne comme avant. Ce n'est pas une stratégie, mais l'absence totale de stratégie. C'est pourtant ce qui domine à Bruxelles. On croise les bras, on annonce des plans, mais sur le terrain, l'Europe recule et le temps joue contre elle. Ce qui est en jeu dépasse largement la question du gaz ou du pétrole. Il s'agit de la capacité de l'Europe à décider par elle-même, à demeurer un acteur industriel majeur, à garantir stabilité et souveraineté à ses citoyens. Ou alors de devenir un simple marché de consommateurs dépendant d'alliés lointains, sans pouvoir réel. Chaque jour de blocage, ce sont des milliards perdus, des usines qui ne rouvriront jamais, des régions qui s'appauvrissent. La Russie, elle, a d'autres options. Marchés asiatiques, économie qui s'adapte, pétrole et gaz qui trouveront toujours preneurs. L'Europe, elle, a des stocks en baisse et une fenêtre d'action qui se referme rapidement. La question devient pressante. Combien de temps l'Europe peut-elle tenir avant d'être contrainte de négocier? Et à quelles conditions, quand elle sera dos au mur? Toutes les cartes sont sur la table. Chaque minute de retard alourdit la facture pour les générations à venir. L'Europe aura-t-elle la volonté, la lucidité et le courage de reprendre son destin en main? Ou va-t-elle attendre, perdre du temps précieux et s'en remettre à ceux qui ont intérêt à la voir rester faible? L'inaction n'est plus une option. Ce dossier va façonner la carte énergétique et industrielle du continent pour 10 ans, peut-être plus. Alors, sommes-nous prêts à débattre franchement de toutes les options, sans tabou? Ou préfère-t-on regarder le temps passer, en espérant naïvement que le pire n'arrive pas? Nous suivrons chaque étape de ce compte à rebours. Chaque seconde compte désormais, et nous n'en manquerons aucune.